En cette veille de rentrée scolaire, les syndicats de l'éducation multiplient les sorties médiatiques. Ce dimanche 2 octobre, c'est la cause Niger qui a rendu une déclaration. La teneur dans ce journal. La nouvelle pharmacie Lamordé est désormais opérationnelle. Le lancement des activités a eu lieu ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information qui reçoit ce soir comme invité M. Ali Yacouba Sido. Il est le directeur des études de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM, un grand institut privé de la place qui se prépare donc pour la rentrée académique 2016-2017. Prévu pour ce 5 octobre 2016. Le temps de commencer donc l'entretien avec notre invité. Je l'annonçais dans les titres. La convergence d'action unitaire des syndicats de l'éducation, cause Niger, a rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative à la situation de l'école nigérienne, surtout en cette veille de rentrée, au regard de nombreux mots qui minent le secteur. Le résumé de cette déclaration avec Michel Deji. La situation en cette veille de rentrée scolaire 2016-2017 qui prévaut dans le secteur de l'éducation, objet de cette déclaration rendue publique par Cause Niger, la convergence d'action unitaire des syndicats de l'éducation. La Cause Niger déplore également les coupures intempestives et généralisées de certaines indemnités, notamment les prestations familiales, la zone désertique et la responsabilité sur les salaires des enseignants par le ministère des Finances. Comme si cela ne suffisait pas, le ministre Marté entreprend des réformes hasardeuses et inopportunes, notamment l'arrêté portant transfert de compétences aux communes concernant les enseignants contractuels, l'obligation faite aux directeurs d'école d'enseigner au CI et le recours aux inspecteurs et conseillers pédagogiques à la retraite pour assurer l'encadrement des enseignants sans formation, créant ainsi une menace sur la stabilité du système éducatif. C'est pourquoi excédé et disant être poussé jusque dans ces derniers retranchements, la Cause Niger table sur ces points. La convergence d'action unitaire des syndicats de l'éducation Cause Niger condamne l'irresponsabilité du gouvernement par rapport aux arriérés de pécule des enseignants contractuels et exige le paiement de tous les arriérés de pécule et leur paiement à terme échu. Exige le rétablissement de toutes ces indemnités suspendues à tous les camarades qui en ont droit. Exige le respect des différents protocoles d'accord librement signés et la poursuite des négociations sur les autres points de négociation. Attire l'attention des ministres en charge de l'éducation par rapport à leur réforme à la volée du système éducatif par des mesures inopinées et non consensuelles et la situation créée par les ministres des Finances qui risque de troubler la stabilité tant recherchée au niveau du secteur de l'éducation en cette veille de rentrée. Par une telle sortie médiatique, la convergence entend attirer l'attention des autorités en charge de l'éducation en vue de créer les conditions pour que véritablement enseignants et enseignés puissent se retrouver pour un bon déroulement de l'année scolaire. Demain, lundi 3 octobre, sera commémorée la journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous pour un logement adéquat. À cette occasion, le ministre des Domaines et de l'Habitat a livré un message dont je propose de suivre un extrait. On écoute le ministre Kassoum Mahaman Mokhtar. Le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'habitat 2016 est le logement d'abord. Ce concept, logement d'abord, est plein de signification en ce qu'il permet aux personnes à faible et moyen revenu d'accéder au logement avec une grande souplesse et une facilité dans le processus. Sur le principe, le logement d'abord repose sur la conviction que le logement est une condition préalable et nécessaire à l'insertion. La stabilité liée au logement
en est alors un prérequis. En cette heureuse occasion, il est loisible de rappeler la vision du président de la République, son Excellence Issou Mamadou, qui pense que le logement, au-delà d'un préalable pour une vie meilleure, en réalité, il constitue même un symbole culturel ici chez nous au Niger. La célébration de la Journée mondiale de l'habitat 2016 m'offre l'occasion de rappeler quelques-unes des multiples actions et mesures engagées ou en cours par le gouvernement dans la perspective d'assurer un meilleur cadre d'habitat à nos populations, parmi lesquelles, en matière de textes réglementaires et législatifs, l'élaboration d'une stratégie de financement de l'habitat social au Niger, qui a, entre autres buts, le développement, avec le concours des acteurs financiers, les dispositifs et institutions de financement de l'habitat accessible à toutes les catégories de ménages, notamment les catégories à faible revenu. En matière de programme de construction de logements, la spéculation et le lotissement, la spéculation foncière et le lotissement anarchique et sans objectif sont désormais révolus. Tout lotissement doit se faire sur la base d'une convention d'aménagement et doit répondre à un besoin d'intérêt général. En matière d'habitat, à ce niveau, il me plaît de rappeler la réactivation des projets d'amélioration des conditions de vie et d'habitat des quartiers anciens ou sous-intégrés de nos villes. Projets dont les objectifs sont d'offrir un habitat minimal décent, disposant d'infrastructures et d'équipements de base et d'assurer l'intégration socio-économique des zones urbaines concernées. Autre aspect de cette édition d'information, les populations du village de Dekaina sensibilisées sur les semences compatibles à leur localité. Le but de cette initiative du projet d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région de Tillabéri, GIZ ASAP, avec l'appui technique de l'ICRISAD, est d'encourager les paysans à utiliser les variétés de semences améliorées. Le compte rendu avec Nasser Dantouf. Amener la population de Daikena à faire un choix participatif de semences à cycle court avec un meilleur rendement, c'est l'objectif visé à travers ces champs de démonstration variétale. En démonstration, plusieurs variétés de mil, de sorgho et de niébé et leurs variétés locales. C'est à la population de faire le distinguo des meilleures semences compatibles à leur localité. L'initiative est celle du projet appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la région de Tillabéri, GIZ ASAP, avec l'appui technique de l'ICRISAT. On a mis en place 4 variétés de mil et au niveau de la variété de sorgho, on a mis en place 3 variétés de sorgho et aussi 3 variétés de niébé. On a ici le but, c'est quoi? C'est de faire découvrir aux paysans de nouvelles variétés de semences qu'ils puissent choisir au finish. Par exemple, aujourd'hui, la journée visite commentée nous donnera l'occasion de définir les choix de ces paysans-là au niveau de leur zone d'intervention. L'objectif, c'est de leur dire qu'en dehors de la variété locale, ils peuvent avoir à côté la variété améliorée. Et selon que la campagne a ses grimaces, ils peuvent choisir quelle variété mettre ou quelle variété ne pas mettre. Ou bien les deux ensemble pour pouvoir bénéficier des deux. Moi, j'encouragerai les paysans à faire l'effort et ils verront ce que donnera le résultat. Là où nous sommes, c'est un champ qui a subi vraiment des stress pendant 21 jours sans pluie. Et après que la pluie est revenue, ce même champ a dépassé les champs voisins. Face aux aléas climatiques et à la dégradation des sols, la population de Daikena ne peut que se réjouir et apprécier cette initiative louable. Ça fait face aux aléas climatiques, surtout le mil, parce que vous savez que Daikena a connu une sécheresse, mais avec le comportement de Nafa, ça a surmonté les aléas. Donc vraiment, Nafa, pour le sol de Daikena, a mon choix. Je n'ai pas dit pour quelqu'un. En tout cas, ça tient sur le terroir de Daikena. Fisbillah, sabo process. A kokari kandisi dimizimo. Wallahi sabo gongo. Itoba jirbu waran kakir manduhari. Hama hana kan dumbu wodin wo abu
kali ta jinde ko woni do manga sa ton hunkuna mun so da dangai kan ya hansi ya kin kul nango kine sai ya kina mai di kan goyo kane sai bise nango menda mai ni far ay ne dungure dangara ay di mo nafa muzahana kan dunguro wotin ganir goyin da izan kai ya dinga alhamdulillah ni koy sabu initiative qui d'ailleurs bénéficiera du soutien de la direction de l'agriculture de la région de Tillabéri. Ces semences peuvent donner donc quelle que soit en tout cas la durée, si la durée, même si la durée de la campagne est courte, ces semences qui vont produire, et c'est des semences qui ont un potentiel supérieur aux variétés locales. Et nous saluons cette initiative du projet ASAP GIZ en collaboration avec les CRISAT. En tout cas, ça contribue à nous aider nous-mêmes dans notre effort de vulgarisation des technologies, notamment la semence améliorée. Dans la région de Tillabéri, 21 villages ont déjà bénéficié de cette démonstration variétale. Revenons sur ce plateau et je l'ai annoncé au début de cette édition d'information. Nous avons ce soir comme invité M. Ali Yakouba Sidou. Il est le directeur des études de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM, un grand institut privé de la place qui se prépare donc, je le disais, pour la rentrée académique 2016-2017 prévue pour ce 5 octobre. Monsieur Ali, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes le directeur des études de l'ECAM. L'ECAM, c'est un institut privé de la place. Alors, première question, monsieur le DE, concrètement, présentez-nous un peu cet institut. Ok. L'ECAM, par définition, école de communication, de comptabilité, d'administration et de management, c'est une école de formation professionnelle qui a ouvert ses portes en octobre 2014. Elle se situe au quartier Bukoki, sur l'avenue de l'Ader, en face de la pharmacie Arewa. Donc cette école a obtenu ses arrêtés de création et d'ouverture en 2014, au niveau moyen comme au niveau supérieur. Et elle a eu encore à mener des actions pour ouvrir des filières telles que licence et master, qu'il faut nécessairement déposer des dossiers au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons fait tout cela pour obtenir la création de ces nouvelles filières-là. Alors, monsieur De, qu'est-ce qui fait la différence entre l'ECAM et les autres instituts? La différence entre l'ECAM et les autres instituts, c'est surtout la rigueur et la culture de l'excellence. Parce que la rigueur, sur le plan de rigueur, si vous constatez au niveau de l'ECAM, les retards, les absences ne sont pas acceptées là-bas. Ce sont des choses que, dès qu'un étudiant ou un élève s'absente la troisième fois, sans justification, nous les mettons à la porte jusqu'à l'arrivée des instituteurs ou son parent. Et aussi, nous avons de nouvelles innovations que nous avons eu à mettre en place, telles que les initiatives de journées d'orientation, des semaines de caravanes d'études, qui sont un peu rares ici, des conférences, des séminaires, des ateliers de formation, des excursions que nous organisons chaque année. Aussi, il y a l'exécution du programme à 100% que nous faisons chaque année. Nous insistons chaque année sur cela. Et les stages aussi que nous offrons à nos étudiants avec les entreprises de la place et qui sont à l'intérieur du pays et même à l'extérieur, qu'on a eu à signer des partenariats avec eux pour permettre à nos étudiants d'ajouter la pratique à la théorie qu'ils ont eu à apprendre sur le banc de l'école. Alors, monsieur De, tout à l'heure, vous avez insisté sur quand même la rigueur au niveau de l'ECAM. J'imagine que même si vous êtes un jeune institut, vous êtes en train quand même de grandir. Mais pour grandir, il faut quand même un corps professoral assez expérimenté. Est-ce que l'ECAM dispose de cet atout? Ça, oui, j'ai omis de vous dire quand même qu'il y a la rigueur aussi sur la sélection de nos encadreurs. Parce que tous nos encadreurs sont des professeurs qui ont fait leurs preuves sur le terrain, comme on connaît un peu partout quand même. Alors, parlons maintenant de la formation que l'ECAM dispense. Comment sont dispensés ces cours et dans quelle filière? Donc, les cours se dispensent à l'ECAM en cours de jour et en cours de soir. Et à des filières telles que le niveau moyen, comme BEP1, BP, DAP, BTS,
licence et master. Et tous ces cours se font en cours du jour comme en cours du soir. Donc, ce qui veut dire que les professionnels aussi puissent en bénéficier. Et dans quelle filière? Les filières, nous avons plusieurs filières parce qu'à l'ouverture d'une école, normalement, surtout au niveau BTS, toute école a droit normalement, tant que l'arrêté du ministère a l'ouverture de 18 filières. Donc pour le moment, nous avons lancé la formation sur les filières telles que la communication, la comptabilité, l'administration, la gestion des ressources humaines, gestion des projets, logistique, transport, transit, douane, finance, banque, contrôle, audit, marketing, etc. Donc tout cela. Alors, monsieur le directeur des études de l'ECAM, la rentrée académique, je disais donc, c'est pour ce 5 octobre. Au niveau de l'ECAM, comment vous êtes en train de vous préparer par rapport à cette rentrée? Oui, la rentrée, on est obligé. Maintenant, c'est partant de nos expériences de 2 ans-là qu'on prépare notre nouvelle rentrée, qui est prévue pour ce 5 octobre. Et à ce point-ci, on peut dire que tout est positif. Tout est mis en place. On a eu à faire des innovations, de nouvelles règles qu'on a eu à mettre, comme par exemple la formation et de nouvelles formations qu'on a eu à initier. Par exemple, la formation à la carte que nous n'avons pas avant, c'est-à-dire les formations telles que le recyclage pour les ONG et les professionnels, et aussi le cours à distance. Oui, ça, ce sont des innovations quand même que nous avons à mettre, à ajouter à notre formation. Ça, c'est pour cette rentrée? Pour cette rentrée. Alors, on voit bien que les camps, vous êtes en train de vous frayer un chemin. Quand on voit le nombre d'écoles qu'il y a à Niamey, là, vous n'avez que 2 ans d'existence. Quels sont vos projets? Est-ce que les camps, avec ces 2 ans, vous avez eu déjà un nombre assez élevé d'étudiants qui viennent vers vous? Oui, bien sûr. Satisfait quand même de la finance? Ils sont satisfaits quand même. Parce qu'à l'ouverture de notre école, la première année, nous avons resté un peu plus de 400 étudiants. 400? Oui. Et à la deuxième année, nous avons un peu plus de 800 étudiants encore. Cette année, vraiment, jusque-là, les inscriptions encore, ce sont les nouveaux venus. Ce sont les nouveaux qui sont en train de s'inscrire. Mais vous êtes optimiste quand même? On est optimiste, beaucoup même. Beaucoup. Alors, monsieur, un appel à l'endroit des parents et des élèves aussi? Mon appel, c'est surtout un remerciement que je vais adresser à ces parents, ces étudiants et élèves qui ont su nous faire placer leur confiance en nous. À l'ECAM. En nous confiant leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Merci beaucoup. Alors, monsieur le 2E, on va finir cet entretien par dire quand même un petit mot à l'endroit de tous ceux qui veulent venir s'inscrire à l'ECAM. Tous ceux qui veulent venir, la porte de l'ECAM leur est grandement ouverte. Ils sont la bienvenue et ils ne seront pas déçus, Inch'Allah. Mais tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la rigueur du corps professoral qui est assez expérimenté et du cadre dans lequel les étudiants prennent les cours. Est-ce que le cadre il est approprié? Vraiment, c'est un cadre que, si je me rappelle, même à l'ouverture, quand le ministère de l'urbanisme, parce qu'à l'ouverture d'une école, c'est pas le ministère de l'enseignement supérieur ou bien de la formation professionnelle seulement qui vient. Ils viennent accompagner du ministère de l'urbanisme pour inspecter l'endroit. Si ça équivaut à la norme de l'ouverture d'une école. Et si je me rappelle très bien, ils nous ont félicité. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils ont vu une école commencer dès sa première année avec un tel local et des salles spacieuses avec les matériels nécessaires pour une école. Voilà, merci bien monsieur Ali Yacouba Sido. Je rappelle que vous êtes le directeur des études de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM donc qui se prépare pour la rentrée académique 2016-2017 prévue pour ce 5 octobre. On dira bonne chance à l'ECAM. Merci beaucoup, monsieur. La suite de ce journal, le quartier Lamordé dispose désormais de sa propre pharmacie. Le lancement de ses activités de celle-ci a eu lieu ce matin à travers une cérémonie rehaussée par plusieurs invités, parmi lesquels notre porteur Ousmane Sidikou. La présente cérémonie consacre le lancement des activités de la toute nouvelle pharmacie du quartier Lamordé. Un rêve devenu réalité, d'où ses meilleurs vœux pour son essor et cette bonne volonté à accompagner son promoteur. C'est
souhaité que cette initiative de création d'une pharmacie à Lamordé se développe et profite au maximum et au mieux aux populations du quartier Lamordé, aux malades du CHU. Cela me va droit au cœur, d'autant plus que c'est un fiston qui a fait donc cette pharmacie, et en plus c'est un biribiri qui vient à la rescousse des peuls qui ne seront jamais malades de toutes les façons. Mais je lui souhaite bonne chance, vraiment de tout mon cœur, je lui souhaite bonne réussite et tout ce qui s'ensuit, et nous on l'accompagnera, Inch'Allah. Un promoteur ému qui, au-delà de la gratitude, justifie les raisons de la position géographique de cette pharmacie. La pharmacie Lamordé a été créée pour servir en premier la population du quartier Lamordé et servir des médicaments de qualité aux patients de l'hôpital et des différents centres de prescription aux environs. Je manque les mots vraiment, je suis ému de cette assemblée, je suis ému vraiment. Je vous remercie du fond de cœur. Docteur Abdelkader Goni, ses pairs ne tarissent pas d'éloges à son égard tout en lui prodiguant des sages conseils. Pendant 5 bonnes années, il a travaillé avec brio. C'est pourquoi je tiens solennellement aujourd'hui, je l'ai déjà fait à d'autres occasions, à lui dire tous nos remerciements pour sa contribution au développement de la Borex Niger pendant ces 5 dernières années. En notre qualité donc de gardien professionnel, nous vous conseillons donc de bien vouloir donc penser à respecter vraiment toutes ces règles en vue de garantir la bonne santé. Le médicament est un pilier essentiel dans la politique pharmaceutique. Par conséquent, sa qualité incombe à toutes les performances au niveau du secteur. Avec cette idée de servir les populations de Lamordé, c'est une véritable aubaine qui leur est offerte. C'est fini ainsi pour les longs trajets en quête des produits pharmaceutiques. La mission de l'Observatoire nigérien indépendant des médias politiques et la déontologie ONIMED à travers un plaidoyer et une sensibilisation, objet d'un atelier ce matin qui s'est tenu donc dans les locaux de la Maison de la Presse. Il entre dans le cadre du partenariat entre l'ONIMED, IMS et la coopération danoise. Retrouvons Ousmane Sirikou pour le compte rendu. C'est un cadre d'échange qui est créé à travers cet atelier et vise à faire le plaidoyer et la sensibilisation des missions de l'ONIMED, Observatoire nigérien indépendant des médias politiques et la déontologie. Il rentre dans le cadre de l'exécution d'un projet démarré il y a quelques mois. Cet atelier est prévu pour durer la journée d'aujourd'hui. Et bon, vous avez vu les échanges avec les directeurs de publication et les rédacteurs en chef. Porte sur l'éthique et la déontologie du métier, et nous avons aussi prévu une communication sur la co-régulation. Vous savez, avec l'instance de régulation qui est le CSC, nous sommes en train de tendre vers un schéma de co-régulation et qui nous permettra d'avoir une plus-value dans notre métier de journaliste. En cela, l'ONIMED, qui est l'instance d'autorégulation, pourrait tirer profit de cela parce que ça va renforcer les décisions de l'ONIMED. Et puis le CSC aussi tirera profit de ça parce que ça permettra de rendre les décisions avec beaucoup plus de sérénité et pour l'intérêt de la profession. Intervenant dans le cadre du même projet, il fait suite ainsi à bien d'autres activités menées préalablement. Nous avons dans ce cadre exécuté beaucoup d'activités et nous avons, avec l'appui de la coopération danoise, pu recruter 4 agents de monitoring, un analyste. Nous avons pu élaborer un site web pour l'ONIMED. Nous avons également pu élaborer un répertoire
pour la presse. Et nous avons fait une formation à l'endroit des membres de l'ONIMED sur la gestion et la planification. Et donc c'est véritablement dans le cadre de ce contrat que nous avons avec IMS et la coopération danoise que nous tenons cet atelier. Cet atelier qui s'étalera sur toute la journée vise à attirer l'attention des acteurs sur leur lourde responsabilité dans la production quotidienne des organes de presse, notamment en conformité avec le respect des règles d'éthique et de déontologie. Promouvoir la culture de l'intégration en matière d'enseignement supérieur et de recherche, c'est sous ce thème que le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance a organisé hier soir au restaurant Turkish la première édition de la nuit de l'intégration. Cette initiative qui vise à promouvoir un enseignement de qualité dans la sous-région. Le point avec Michel Lidji. La soirée se veut celle d'une intégration basée sur un enseignement de qualité, à l'exemple de celui que reçoivent les étudiants à l'université de Niamey, à l'UAMAC ou encore à l'EMIG, ont énuméré les organisateurs. C'est dans cette optique que notre réseau a choisi, non sans investiguer au préalable, d'accorder un regard tout particulier au gouvernement nigérien. Si les autres n'ont pas démérité le Niger, reconnaissons-le, a eu des résultats très probants en matière de réalisation dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la recherche. D'aucuns diront même que le Niger est le seul pays, ces 5 dernières années, à avoir pris le taureau par les cornes en consacrant volontiers le quart de son budget à la redynamisation du secteur ci-dessus cité. Notre organisation s'est donnée comme mission d'accompagner les différentes politiques au sein de l'UEMOA dont la portée comporte nécessairement un espoir de changement positif pour les populations de ce grand ensemble. Une soirée au cours de laquelle d'autres écoles relevant du privé ont été distinguées. Il s'agit notamment du CSP Flo-Germain, du CSP Bédir et de l'IPSP. Et c'est un sentiment de satisfaction, vraiment de joie pour l'école Flo-Germain d'être aujourd'hui présente parmi les grandes écoles de la région. C'est vraiment une grande satisfaction. Et nous envisageons de continuer à améliorer les qualités de l'école nigérienne. Nous sommes fiers que l'IPSP soit parti de ce cadre restreint d'écoles choisies, de l'université, jusqu'aux écoles privées. Nous pensons que c'est le travail, parce que seul le travail paye, il n'y a pas une autre manière. Les objectifs sont atteints, nettement atteints, et vous savez, nous sommes convaincus que ce genre d'activité-là, autant que l'éducation, l'enseignement, la formation, la recherche sont importantes pour nos pays, autant cette activité qui a pour but de relayer tous ces efforts-là est aussi importante. Une initiative à travers laquelle le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance compte ainsi contribuer à faire de l'enseignement un maillon important dans la promotion de la culture, de l'intégration. Avant le sport, un mot de culture. Le centre culturel Oumou-Ouganda de Niamey, CCOJ, a servi de cadre hier nuit à un concert de vernissage de l'album de l'orchestre Oko 5, accompagné pour la circonstance par les artistes invités. Donc le public a su être tenu en haleine tout au long de cette soirée, rehaussée par la présence de notre reporter Ousmane Sidiko. Soirée riche en couleurs et en animation, où pour un coup d'essai c'était un coup de maître. Le concert de vernissage du premier album de l'orchestre Phara, en vogue en ce moment, Oko 5. Pour un public tenu en haleine, aussi bien par les autres artistes que l'orchestre Oko 5, le déplacement semble loin d'être regretté. C'est pourquoi touché par une telle mobilisation, cette reconnaissance affichée. De joie et de satisfaction. Et je remercie beaucoup le public qui a répondu à notre invitation et qu'on le remercie beaucoup, la presse et tous nos fans. On espère qu'ils vont nous accompagner tout au long de notre chemin. Et c'est au public de le décider. Alors,
Moi, personnellement, j'ai aimé, ça va. On a fait de notre mieux. 11 titres. L'album composé de 11 titres est déjà disponible dans les bacs et ragaillardi par son succès. L'orchestre pense et s'y attelle déjà au deuxième. Après la culture du sport, lutte traditionnelle, Issa de Dosso, vainqueur de la Coupe Cocoa RTL Niger cet après-midi. Le champion en titre a terrassé en finale Yacoub Adamou de Niamey. Retour sur la première journée de ces combats dans ce sujet. Ce fut un week-end de lutte à l'arène des Jeux traditionnels de Niamey. À l'affiche, les meilleurs lutteurs de notre pays se sont retrouvés pour les phases finales du championnat Interligue couplé à la Coupe Cocoa RTL. Un challenge réussi pour la fin de lutte qui a fait l'animation des arènes son credo. Cette compétition est couplée avec Coupe Cocoa RTL. Cette Coupe Cocoa RTL qui débutera demain 2 octobre 2016 regroupe les 8 meilleurs lutteurs classés premiers au niveau de leur région à l'issue de 3 semaines, le temps qu'ont duré les phases préliminaires du championnat national. Dieu merci, alhamdulillah. Après les phases régionales qui ont eu lieu du 29 juillet au 15 août 2016, le tableau était alléchant pour ce VSD à l'arène de lutte de Niamey. Les phases régionales du tournoi RTL Cocoa qui regroupait les régions de Niamey, Dosso, Tawa, Tillabéri, Maradi, Agadez, Zender et Difa a vu la qualification des équipes de Niamey, Tawa, Agadez et Difa pour les phases par équipe et de Mansour Issa de Difa, Saleh Daouda d'Agadez, Lawali Dantela de Zender, Moussa Abdoulaye de Maradi, Yahya Kaka de Tawa, Isaka de Dosso, Yacouba Adamo de Niamey et Kouroubou Chebou de Tillabéri pour ce qui est de la phase des qualifiés devant compétir pour la Coupe Cocoa 2016, dont le vainqueur bénéficiera d'une somme de 5 millions de francs CFA. Des combats, il y en a eu et de belles factures à la grande satisfaction des passionnés de la lutte. Les finales interviendront ce dimanche 2 octobre 2016. Et à l'issue des finales, c'est donc, je le disais, Issa de Dosso qui a remporté la coupe accompagnée d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Retenez aussi que le MENA Cadet est rentré au Bercail cet après-midi après avoir arraché donc hier sa qualification pour les phases finales de la CAN des cadets qui auront lieu donc du côté de Madagascar en 2017. Le MENA Cadet donc a tenu en échec 3 buts partout donc les cadets gabonais et le Niger qui jouera les phases finales de la CAN des cadets. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.